Madame Carlos, présentez-vous en tant que manager de cette direction. Merci, M. Ndoye. Donc, moi, c'est Madame Carlos Roselyne Bay. Je suis la directrice du contrôle et de la surveillance des opérations minières. Je suis ingénieure géologue de formation, diplômée de l'Institut des sciences de la Terre qui se trouve à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. À la suite de cette formation, j'ai fait une spécialisation en environnement et sécurité minier à l'école des mines d'Alès en France. Et donc, au niveau de ce ministère, j'ai occupé certains postes avant d'être nommée directrice. Donc, j'ai été chef de service, plutôt chef de division mines et carrières de la direction des mines et de la géologie, puis chef de service régional des mines de Thiès. Donc, depuis 2015, j'occupe ce poste de directrice du contrôle et de la surveillance des opérations minières. Parlez-nous de la mission de votre direction. Ok, merci encore. Donc, il faut déjà préciser que c'est une direction qui est relativement récente. Pour qui connaît l'administration minière, on sait que l'administration minière a toujours été gérée par la direction des mines et de la géologie. Et donc, c'est en tout cas en 2015 que par la volonté des autorités de ce pays, qu'on a voulu en tout cas décentrer, ou bien en tout cas augmenter, avec la croissance de l'activité minière au Sénégal, diversifier les directions et créer deux autres entités, notamment la direction que j'occupe et l'autre direction qui est chargée de la prospection et de la promotion minière. Donc c'est une création relativement récente par rapport, comparée à l'histoire minière du Sénégal, mais ces attributions de contrôle et de surveillance ont toujours été quand même administrées par le ministère. Donc, pour revenir à votre question, nos missions, c'est comme le nom de notre direction, c'est de faire le suivi et le contrôle de l'exécution des opérations minières. Donc, pour être plus précis, c'est en quelque sorte faire le suivi administratif des titres, que ce soit des permis de recherche, que ce soit les autorisations d'exploitation minière, les concessions minières, les autorisations d'exploitation de petites mines et de carrières. Donc, nous les suivons sur le plan administratif, mais également sur le plan technique, surveiller la liquidation de la redevance minière, veiller avec les structures compétentes, le suivi de l'environnement, des PGS, qu'on appelle les plans de gestion environnementaux et sociaux, n'est-ce pas? Et puis, veiller également au respect des questions de santé et sécurité au travail, bien sûr en rapport avec les ministères qui sont concernés. Et donc, nous élaborons annuellement un plan de contrôle et de surveillance que nous déroulons tout au long de l'année. Parlant même de cette redevance minière, il y a un nouveau code minier. Quelles sont les nouvelles dispositions qui ont été prises par l'État sénégalais dans ce code? Donc, effectivement, nous avons adopté en 2016 un nouveau code minier suite à un processus de révision qui s'est voulu participatif et inclusif, qui a eu à regrouper toutes les parties prenantes qui s'intéressent à ce secteur, que ce soit les investisseurs, l'État, la société civile, les groupes d'influence, les collectivités locales, ont tous à donner leur contribution, en tout cas dans l'élaboration de ce processus du code minier. Et il y a eu des modifications et des innovations. S'agissant de la redevance minière, on pourrait dire effectivement on est passé d'un taux fixe de 3%, qui était en tout cas une des dispositions du Code de 2003, à un taux modulable en fonction de la nature de la substance qui est exploitée, mais également en fonction du taux de valorisation de la substance. Donc disons que plus la substance est valorisée sur place, donc plus le taux est bas. En tout cas, l'État, à travers ces changements, vise à encourager la transformation sur place de nos produits. Il a l'impact même sur l'exploitation minière. Mais aujourd'hui, le rôle de votre direction dans le suivi environnemental? Donc, par rapport au suivi environnemental, comme je l'ai tantôt dit, l'une de nos missions, c'est de s'assurer avec les structures compétentes
que le plan de gestion environnementale et sociale qui a été validé, puisque les projets miniers font l'objet d'études d'impact environnemental, comme tous les projets de développement qui sont susceptibles d'avoir des impacts négatifs sur l'environnement. Et donc, de ce fait, aucune autorisation ni licence n'est délivrée si au préalable le promoteur n'avait pas fait l'objet d'une évaluation validée et un quitus environnemental délivré en bonne et due forme par le ministère de l'Environnement. Et donc à la suite de cette délivrance que le ministère instruit le dossier de demande et que l'autorisation au bout est délivrée. Et donc, bien sûr, cette étude d'impact aboutit à un plan de gestion environnementale, c'est-à-dire que les principaux impacts qui sont redoutés par le projet sont listés et des mesures d'atténuation ou d'évitement ou de compensation sont proposées avec un budget qui est bien précis. Donc, il s'agit de voir avec le ministère de l'Environnement et le comité de suivi, puisqu'en réalité, en matière d'environnement, je pense que c'est un domaine qui est transversal. Les mines également, il y a des aspects que seul le ministère ne peut suivre, puisqu'on a des aspects qui relèvent du ministère du Travail, du ministère de l'Environnement, etc. Et donc, dans le cadre de ces PGS, nous essayons avec le ministère de l'Environnement, qui, en tout cas, dans le cadre de ces attributions, implique le ministère des Mines dans le suivi de ces plans de gestion. Et donc, l'environnement, bien sûr, constitue un défi pour le secteur, puisqu'on sait que c'est un secteur qui a beaucoup d'impacts négatifs en termes de, des risques, parce que on ne dit pas que l'impact va arriver forcément, mais c'est des risques liés à l'impact sur la qualité de l'air, sur la qualité des eaux, que ce soit les eaux souterraines ou les eaux de surface, que ce soit également la qualité de vie même des populations environnantes, un peu des impacts sur le tissu, en tout cas les valeurs culturelles et sociales des communautés qui abritent l'exploitation. Et donc, il s'agit déjà d'anticiper sur l'étude, en tout cas une de ses avantages, c'est d'anticiper et de proposer des mesures pour véritablement essayer de limiter les impacts négatifs qui peuvent survenir suite à l'exploitation des ressources. Vous avez souligné tout à l'heure l'impact sur l'écosystème. Aujourd'hui, la RSE. Donc, en matière de responsabilité sociétale d'entreprise, les conventions, elles sont de plusieurs formes déjà, puisque dans le cadre du Code minier de 2003, il y a eu une évolution. Donc les permis, les autorisations qui ont été délivrées avaient fait pour les exploitations des engagements. Vu la définition de la RSE, on pourrait essayer de le voir sous cet angle, des engagements sociaux des entreprises en phase d'exploitation et qui ont signé des conventions minières avec l'État du Sénégal, c'est-à-dire les titulaires de concessions minières ou de permis d'exploitation avec des engagements chiffrés. C'est-à-dire la société s'engage à dépenser un tel montant pour, en tout cas, le développement, pour appuyer le développement, notamment la construction ou la mise en place d'infrastructures sociales de base, d'appuyer les activités génératrices de revenus au profit des populations, sur des projets sur l'éducation, la santé, l'hydraulique, etc. À côté, nous avons les titulaires peut-être de permis de recherche qui prennent des risques pour venir investir au Sénégal sans pour autant être sûr qu'au bout, il y a un gisement rentable qui puisse être exploité. Pour cela, on n'a pas d'engagement chiffré, mais en tout cas, la responsabilité de ces sociétés veut que, quelque part, qu'ils puissent agir, en tout cas, au profit des communautés dans lesquelles parmi lesquels le projet de recherche se trouve. Et donc, on peut dire que tous les projets, en tout cas, qui sont actuellement au Sénégal, soit ce soit des projets de recherche ou des projets d'exploitation, en tout cas, ont eu à faire pas mal d'actions. Maintenant, peut-être c'est au niveau de la communication où peut-être on n'a pas beaucoup
agit, mais il est clair que les populations, je pense, mais rien n'est suffisant. Les sociétés aussi, il faut se rendre à l'évidence que les sociétés ne peuvent pas tout faire. Ils ont des engagements et des fois même ils vont au-delà de leurs engagements, puisque quelque part en matière de responsabilité sociétale d'entreprise, ça relève maintenant même d'un devoir moral. Et que voilà, également, c'est un moyen également pour les entreprises de pacifier leurs relations avec les populations environnantes. Pouvez-vous nous dire un peu l'innovation sur le nouveau code minier? Donc, en matière de redevances minières, donc, nous sommes passés d'un taux fixe de 3%, fixé par le code de 2003, à un taux modulable. Si vous voyez bien, lorsque vous allez à l'article qui traite de la redevance minière, le taux est variable suivant le degré de valorisation de la substance, mais également la nature de la substance. Si on prend l'exemple de l'or, le taux de la redevance était de 3% dans le code de 2003 appliqué à la valeur caromine. Lorsqu'on va dans le code de 2016, le taux de la redevance est de 5% qui est appliqué à la valeur marchande de la substance lorsque il n'y a aucune transformation. Lorsque c'est raffiné à l'étranger, ce taux reste à 5%. Mais lorsque c'est raffiné ici au Sénégal, le taux baisse jusqu'à 3,5%. Comme quoi, l'objectif qui est visé dans ce nouveau code, c'est de véritablement encourager la valorisation et donc la valeur ajoutée des substances minérales transformées au Sénégal qui pourrait en tout cas booster notre développement encore plus. Et parlons de la RSE. Aujourd'hui, il y a un fonds qui est octroyé pour essayer quand même de venir en aide aux populations environnantes dans certaines zones d'exploitation. Donc, ce n'était pas explicitement écrit dans le code de 2003, mais toujours dans ce nouveau code de 2016, il a été institué un fonds qu'on appelle le Fonds d'appui au développement local. Ce fonds constitue en tout cas et calculé par rapport au chiffre d'affaires hors taxe pour un taux de 0,5% qui est dédié uniquement au développement local des zones qui abritent les exploitations. Donc ce fonds est articulé bien sûr dans sa mise en œuvre au plan de développement local et au plan bien sûr à la planification nationale en termes de développement. On va vers le Salon international des mines qui s'organise au mois de novembre. Que pensez-vous de ce salon, le CIM? Donc, c'est le 5e, n'est-ce pas? La 5e édition du Salon international des mines. Donc, c'est un rendez-vous biannuel, disons. Et donc, c'est l'occasion de promouvoir le secteur minier sénégalais, puisqu'on a du potentiel. Et avec le plan Sénégal émergent qui a fait du secteur minier un des piliers même de ce plan, puisque 6 projets ont été en tout cas inscrits dans les projets prioritaires du plan Sénégal émergent, puisqu'ils sont conscients que le secteur minier, le secteur extractif pris dans son ensemble, peut être un véritable levier de développement. Non seulement par l'exploitation des substances qui peuvent générer des profits et des revenus pour l'État, mais également sur toute la chaîne d'approvisionnement et c'est la chaîne d'exploitation qui peut-être peuvent nécessiter différents services qui peuvent être des opportunités pour les sociétés privées sénégalaises, mais également pour les populations de pouvoir en tout cas entreprendre et puis mettre la main au développement, dans le cadre du développement de notre pays. Pour dire effectivement ce salon, en tout cas pour cette année, le thème géologie et mines, facteur de progrès social et d'emploi pour l'émergence. Donc pour montrer quels sont les défis, en tout cas par rapport à l'ambition que le Sénégal a
pour le secteur minier et comment est-ce qu'on pourrait, en tout cas par rapport aux nouvelles découvertes, booster un peu l'investissement dans le secteur, mais également communiquer avec les populations pour qu'ils comprennent déjà le secteur, puisque c'est un secteur peut-être qui souffre d'un déficit de communication, en tout cas. Mais l'idée, c'est véritablement d'aller vers les populations, qu'eux aussi puissent être à notre niveau pour qu'on puisse communiquer, expliquer le travail qui se fait au niveau du ministère pour gérer le secteur selon les lois et les règlements du pays.